Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Jérémy Bambini, coach en kettlebell et jeûne intermittent. Bonjour Jérémy, Bonjour Vincent. comment ça va? Eh bien, ça va bien, merci. Impeccable. Bah écoute, ce que je te propose, c'est avant tout de nous expliquer, parce que c'est pas des disciplines que tout le monde connaît ou des habitudes de vie, nous expliquer ce que sont les kettlebells et le jeûne intermittent. Alors, le kettlebell, c'est un outil de développement de force physique. De visu, c'est une boule de fonte avec une grosse anse qui, au départ, n'a pas été créée pour faire du fitness, mais c'était un outil de poids. D'ailleurs, donc d'origine russe, d'après ce qu'on sait, et le poids de l'unité de poids s'appelle le poud et commence à 16 kg et augmente par incrément de 8 kg traditionnellement. Aujourd'hui, on trouve des kettlebells dans à peu près toutes les salles de sport et d'à peu près tous les poids. Et c'est un outil qui après a été détourné comme outil de développement de force physique. Ça a été utilisé aussi même dans des numéros de cirque de force. Et aujourd'hui, c'est arrivé dans le paysage du fitness occidental. Et on peut en faire voilà, à peu près ce qu'on veut. On peut en faire un complément en musculation, on peut faire de la mobilité, du cardio, et voilà. De par sa conception, ça permet de travailler toutes les qualités physiques du corps. Le jeûne intermittent, c'est un style alimentaire qui est basé sur la cadence, la fréquence des repas, plus que la qualité des repas. Ok, hyper intéressant. Par rapport au kettlebell, tu as fait une description assez exhaustive. Comme beaucoup de pratiques, évidemment, il faut se former. Alors pour ce que j'en connais, j'en utilise moi-même. Je veux bien que tu rentres peut-être un peu plus dans le détail sur le côté balistique et justement, ça a de multiples intérêts, mais les risques aussi encourus de commencer seul peut-être. Et bien sûr, donc tu l'as dit, le côté balistique, quand on regarde un kettlebell, déjà ce qui surprend par rapport aux haltères, c'est la forme. La principale différence, c'est que le centre de gravité du kettlebell est excentré. Il se retrouve pas, quand on saisit le kettlebell, le centre de gravité n'est pas au creux de la main, comme il l'est avec une barre olympique ou un haltère. Donc le kettlebell déjà étant excentré, le centre de gravité étant excentré, ça change, ça change pas mal au niveau de qualité de mouvement. On peut faire des exercices balistiques grâce à cette forme. Donc, exercices balistiques, ce sont des mouvements comme le kettlebell swing, le clean, le snatch. En fait, ce sont des mouvements qu'on ne peut pas faire lentement, sinon ce serait trop dangereux. Et à contrario, on ne peut pas faire du balistique avec des haltères, ce serait très dangereux. Pour ce qui est de la courbe d'apprentissage, elle n'est pas exceptionnelle en fait. Il faut, avant d'utiliser des kettlebells ou même n'importe quel type de poids, il y a un travail de mobilité, de posture et de gainage à faire, notamment pour protéger son dos, mais c'est valable avec tous les sports de force, y compris le poids de corps. C'est pas inhérent au kettlebell en réalité. Oui, c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire que le poids de corps, entre guillemets, on ne peut pas se blesser. Alors certainement, il y a moins de chances qu'avec des lourdes charges, dont peuvent faire partie les kettlebells, mais quoi qu'il arrive, dès qu'on sollicite le corps, il y a une technique dans le mouvement à connaître, en tout cas des grands principes à minima. Oui, une des différences majeures dans l'entraînement, avec l'entraînement en kettlebell par rapport aux techniques type musculation, c'est que on traite, enfin en tout cas c'est comme ça que j'aborde l'entraînement physique, c'est qu'on traite le corps comme un tout indivisible. Il n'y a pas un exercice pour les bras ou pour les biceps, et ensuite on fait un exercice pour les ischios, et ensuite on fait un exercice pour les pecs. On se concentre sur la qualité de mouvement. Faire le mouvement le plus propre possible, euh,
car qui dit qualité de mouvement dit sécurité pour le corps, et qui dit sécurité dit progression continue. Si tu regardes le cycle de progression de beaucoup de pratiquants de musculation qui font ça de façon intensive, ils font des entraînements, ils augmentent de poids à chaque séance, ils augmentent, ils se blessent, convalescence, ils repartent à zéro, ils augmentent, ils se blessent, convalescence, et ainsi de suite. Dans l'entraînement en sont pas encadrés. Ouais, voilà, quand ils sont pas encadrés, ou quand ils cherchent à progresser trop vite, parce que on a les muscles et on a qui ont une certaine solidité, et il y a les tissus conjonctifs qui sont qui croissent aussi, mais qui ont un taux de croissance moins élevé, moins rapide que les muscles. Donc quand tu regardes des vidéos de gens qui se blessent, qui ont le biceps qui lâche, les muscles ne se déchirent pas. Ça rompt toujours au niveau du tissu conjonctif. Ce que tu appelles tissu conjonctif, c'est ce qui va être les tendons. Le tissu qui relie le muscle au squelette. Oui. Ok, d'accord. Donc le tissu conjonctif se détache. Oui, et là, j'aime beaucoup ton approche. Et alors évidemment, j'ai pas du tout ton niveau d'expertise, mais c'est ce que j'essaie d'appliquer dans mon propre entretien physique. L'aspect systémique, que voilà, tout dépend de tout. Et finalement, le kettlebell, ce qui est génial, c'est que c'est vraiment, ça sollicite des chaînes de muscles et c'est très fonctionnel. Alors que quelqu'un qui, par exemple, va avoir des bras très forts, mais un dos pas aussi fort que ses bras, il va peut-être se lancer dans des soulevés de charge au bras où il va être suffisamment puissant, mais il risque de s'esquinter le dos. Alors que le kettlebell, et comme beaucoup d'autres exercices, hein, mais lui, en tout cas, a le mérite de tout renforcer proportionnellement, on va dire. Oui, alors l'approche que tu décris, quand on développe les bras, on pense surtout au travail en isolation. Et en kettlebell, donc quelqu'un qui arrive, qui vient me voir et qui veut apprendre les kettlebells, souvent il me dit: qu'est-ce que tu connais comme exercice pour les bras? Et ce que je réponds, c'est que, en fait, si vous faites du swing, vous allez muscler vos bras, et vous allez muscler vos cuisses, et vous allez muscler toute la chaîne postérieure. Parce que pour amener un poids, donc un kettlebell, du sol au niveau de la poitrine, si on parle du swing, il va falloir mettre en jeu toute la chaîne musculaire, parce qu'on se concentre sur le mouvement, et pas sur le poids lui-même, ni sur le muscle lui-même. Après, il y a des exercices qui vont favoriser un peu plus certains groupes musculaires. Donc par exemple pour les bras, je conseille des cleans, des doubles cleans, mais le swing va quand même avoir un bénéfice sur les bras, mais il va les travailler différemment. Là, dans ce que tu décrivais aussi, souvent en musculation, si on parle d'autres poids, le danger, ça peut être de charger, entre guillemets, trop progressivement. Et j'avais lu une fois, alors Pavel Tsatsouline, tu pourras nous dire qui c'est et qui doit beaucoup mieux connaître que toi au vu que moi, au vu de tes certifications, expliquer que les kettlebells, ce qui avait d'intéressant, c'est que on va faire des sauts entre chaque poids. Et lui, il les fait passer notamment de 8 en 8, si je dis pas de bêtises. Et lui, sa grande théorie, c'est de dire, quand on passe au poids supérieur, on est vraiment hyper concentré, on voit la différence, et quand on va passer au poids supérieur, c'est qu'on est prêt. Parce que finalement, si on essaye, on va très vite se rendre compte qu'on ne peut pas, et donc ça évite le risque de blessure, et il y a ce travail un peu par palier, où à l'opposé de ce que tu décrivais, limite, alors là j'exagère un peu, mais chaque séance, on va rajouter de la charge. Là, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, selon la progression de chacun, on va rester à la même charge parce que voilà, on a augmenté de 8 kilos. Et pour passer au 8 suivant, il va d'abord falloir digérer le kettlebell en cours. Oui, alors ce que tu viens de décrire s'appelle l'ondulation de charge. Donc il y a le mode de progression classique qu'on connaît, linéaire, c'est-à-dire voilà, on augmente les poids par petits incréments, de 1 kg, des fois 0,5, des fois même un peu moins. Donc ça, c'est l'approche occidentale. Et donc Pavel Tsatsouline, qui est celui qui a fait connaître les kettlebells en Occident, est arrivé donc avec les méthodes soviétiques en fait.
de l'époque de l'ex-Union soviétique. Donc, la façon dont ils travaillent là-bas, les deux blocs fonctionnent, hein, parce que les deux blocs ont leurs athlètes olympiques. Mais ce qu'on apprend dans l'univers des kettlebells, tel qu'on l'enseigne chez Strong First, qui est l'école donc de Pavel Tsatsouline, c'est qu'il y a cette ondulation de charge. Donc on va rester au même poids pendant un certain temps. On va faire par exemple un programme de 100 swings avec un kettlebell de 20 kg, et on veut à terme pouvoir faire des swings à 32 kg. Bon ben, on travaille avec le 20 kg, et puis donc on fait 10 séries, et au fil des sessions, on va inclure dans les séries une série qui va faire un bond de 8 kg, donc une série à 24 ou à 28 kg. Et après, on redescend. Et petit à petit, en fait, on rajoute des séries comme ça avec un kettlebell qui va faire un bond de 8 kg. Et on revient en arrière. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça, de l'ondulation de charge. On peut faire ce qu'on fait typiquement si on travaille avec 3 sessions par semaine. On va faire session moyenne, ensuite une session légère, et après une session lourde. Et semaine suivante, pareil. Et cette progression, en fait, quand on regarde la progression sur la semaine, on se dit, bon, bah, on n'a pas progressé. Et en fait, quand on dézoome, c'est comme la bourse, tu sais. Tu regardes la courbe du Bitcoin sur une semaine, tu dis, ah, ça descend, et puis après ça monte, après ça descend, ça progresse pas. Et quand tu dézoomes sur 10 ans, tu vois que ça n'a fait que monter. Bien, c'est ça, en fait, l'ondulation de charge. Ça permet, un des bénéfices de cette méthode, c'est que tu progresses, et au moment où ça commence à devenir un petit peu chaud pour les muscles, tu descends en poids, et ça permet au système nerveux de récupérer. Mais il y a ce phénomène de surcompensation qui fait que le corps est habitué à travailler lourd, et tout à coup, tu divises le poids par deux, mais le corps continue de progresser. Et c'est ça c'est un des trucs qui est assez dingue et intéressant à voir, c'est que les sessions légères peuvent aider à continuer de progresser parce que tu récupères, mais en même temps tu ne fais pas rien. C'est pas comme une journée de repos total, puisque tu poursuis le processus d'entraînement. Et ce qui est incroyable, alors moi j'avais suivi une ébauche de effectivement son école, donc c'était un programme qui s'appelait Simple et Sinistre, il me semble, Oui. et où effectivement l'objectif c'est de monter à 32 kilos. Quand je l'ai commencé, donc moi je m'entraînais voilà, essentiellement sur du swing à 12, 16 kilos, et notamment en unilatéral, donc à une main. Voilà, c'était à mon niveau, enfin je souffrais comme il fallait. Et j'ai suivi ce programme et je pense en moins d'un an, je suis arrivé à 32 kilos, ça marche vraiment. Et en fait, quand je lisais le livre, je disais, mais 32 kilos à une main, mais c'est de la folie, c'est n'importe quoi. Ouais. Je vais me luxer l'épaule et franchement, pas du tout. En fait, c'est hyper pragmatique et on va revenir sur cette notion dans le podcast là. Mais Ouais. il y a un côté très rustique, très simple en fait, qui décomplexifie tous les programmes, voilà, où on a l'impression qu'il faut être agrégé limite. C'est d'une redoutable efficacité et simplicité. Oui, et la simplicité vient du fait que comme on se concentre, comme j'ai dit, sur la qualité de mouvement, en musculation, on veut par exemple développer les bras, eh bien le coach va nous écrire un programme il va nous prescrire des exercices de bras. On veut aussi développer les cuisses pour être équilibré, donc on va faire des exercices de cuisses. Bon. Et donc l'approche de la musculation, c'est on choisit un groupe musculaire et on déroule une batterie d'exercices qui vont attaquer le muscle, et on espère que le muscle va réagir en conséquence. Le travail avec kettlebell est différent. On se concentre sur la qualité de mouvement et on fait confiance au corps pour développer tous les muscles dont il a besoin pour exécuter le mouvement correctement. Et c'est ce qui explique que là je parle sur plusieurs mois, plusieurs années de pratique, les pratiquants de ce type d'approche ont un corps plus harmonieux que des personnes qui travaillent surtout en isolation. Ceux qui travaillent en isolation, ils vont, en fait, instinctivement, ils vont développer tous les muscles qui se voient dans le miroir. Et puis derrière, il va se faire mal au dos en descendant de sa voiture. Oui, alors après, c'est vrai que c'est aussi des objectifs différents. On a parlé d'aspect fonctionnel, de rusticité, d'avoir un corps prêt.
Si on fait de la musculation, par exemple, à but esthétique, c'est vrai que finalement, là, on va peut-être plus aller chercher le volume, se concentrer sur tel ou tel muscle. Et effectivement, c'est une méthode différente pour un résultat différent aussi, quoi. Oui, alors même, je dirais même pour un pratiquant de musculation, même s'il veut développer son esthétique, ça doit commencer par avoir une base de force qu'on construit avec un programme de type simple et sinistre. Et en musculation, ben pareil, il y a des benchmarks, c'est-à-dire des standards de force à atteindre avant de chercher à aller plus loin. C'est comme pour des, des- des tractions ou des techniques de poids de corps type muscle up. Ben, on ne tente pas un muscle up tant qu'on n'est pas capable de faire 10 tractions strictes Mm. correctement en fait. Donc Ok. voilà, il y a des prérequis, et ce prérequis, c'est une base de force. À partir de là, on peut aller explorer d'autres voies et apporter la touche finale pour l'esthétique. Mais je pense par exemple aux gymnastes, les gymnastes professionnels. Quand on regarde les gymnastes olympiques, enfin tu demandes à n'importe quel homme, tu mets le physique d'un gymnaste olympique à côté du physique d'un Mister Olympia, ou pas tout à fait Mister Olympia, mais même un peu en dessous. Je pense que la plupart, alors hommes et femmes, préféreront le corps du gymnaste. Pourquoi? Parce que le gymnaste, pareil, ne se concentre pas sur l'esthétique, il se concentre sur la qualité de mouvement, parce que s'il néglige la qualité de mouvement, il tombe des anneaux, il se blesse, il tombe de la corde, il tombe du cheval d'arçon. Donc là, on est vraiment dans une recherche d'équilibre et de qualité de mouvement. Mais les muscles se développent quand même. Pourtant, ils font pas d'exercice, ils ont des bras spectaculaires, mais ils ne font pas très 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 peu de curls et de trucs comme ça. Par contre, ils font des exercices, des exercices isométriques, ils font des tractions, enfin des choses qui font travailler tout le corps au final. Ouais, et dans ce travail de tout le corps, alors là, on en revient aussi sur l'aspect santé et rusticité que je voulais donner à ce podcast. C'est que des kettlebells ou en tout cas arriver au standard de musculation, enfin de force et de forme physique dont tu parlais tout à l'heure, ça permet d'avoir un corps entre guillemets dans nos vies classiques, hein, à toute épreuve. Si on recherche uniquement l'esthétique, par exemple, quelqu'un qui veut juste des gros bras, hein, s'il a des jambes qui sont pas puissantes ou un bas du dos fragile, il aura peut-être du mal à porter des cartons lors d'un déménagement. Oui, 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 pire, il va se blesser en soulevant parce qu'il positionne mal son dos. Ce qui nous amène à ce travail de mobilité et de posture qui fait que ça garde le corps fonctionnel. Je suis toujours effaré par les bodybuilders qui, quand ils s'entraînent, ils sont contents de dire qu'après, le soir, à la douche, ils n'arrivent pas à se frotter le dos parce que leurs biceps les en empêchent, ou leurs épaules leur empêchent. En fait, c'est pas la masse de muscle qui empêche, c'est le manque de mobilité. Mais la force sans mobilité, ben, ça fait un corps euh, Bah, qui est pas peu utile, fonctionnel. Ouais. peu utile au final. Et il y a autre chose, c'est que les clients que j'accompagne, je les entraîne pour qu'ils soient opérationnels dans leur vie tous les jours, personnels et professionnels, pour qu'ils soient performants. On ne s'entraîne pas pour épuiser son énergie. Au contraire, on entraîne à la fin de mes sessions type, pas toutes, mais les sessions type, les clients ressortent plus en forme qu'en arrivant. Et ils peuvent enchaîner sur leur vie, en fait, ce qui est vraiment important pour eux. Quels seraient les critères pour justement faire des séances qui, entre guillemets, donnent de l'énergie plus qu'elles n'en prennent? Qu'est-ce qu'il faut respecter comme principe? Généralement, on sort un peu rincé de ces séances de sport, que ce soit du crossfit, voilà, de la course. Le secret, c'est de travailler sur des schémas de répétition et de série qui permettent d'obtenir le maximum de résultats au coût biologique le plus bas. Le terme important, c'est ça, c'est au coût biologique le plus bas. Donc, plus précisément, par exemple, on évite le travail à l'échec systématique. Ça ne veut pas dire qu'on s'entraîne jamais. Alors déjà, les Russes n'utilisent jamais cette notion de travail à l'échec. Ils parlent de travailler jusqu'au refus. Donc c'est différent. C'est un petit peu avant l'échec, où on arrête
Là, encore avant, on arrête la série lorsque la posture ne peut plus être tenue correctement ou que la qualité de mouvement diminue. On arrête la série si on veut encore. Donc, en fait, plus on va loin dans l'effort et plus on favorise, on va dire, l'hypertrophie. Maintenant, si on veut gagner, se concentrer sur l'énergie, on va se concentrer sur des séries de type force. Donc là, ce qui va indiquer la limite, c'est la respiration. On fait des séries et on enchaîne les séries tant qu'on arrive à passer ce qu'on appelle le test de la conversation. Le test de la conversation, c'est on fait une série et on doit être en mesure, on reprend la série suivante lorsqu'on est en mesure de dire à voix haute une phrase complète. Voilà, si on est en train d'halter, etc., on n'enchaîne pas sur la série suivante. Dans le cadre d'un programme où on cherche à entretenir son énergie, progresser en force, et perdre un petit peu de gras au passage, puisque mine de rien, ça fait griller des calories. Alors sur l'énergie, on va, je pense, l'évoquer avec le jeûne intermittent, ce dont on va discuter là. Juste dernière question là par rapport au kettlebell. Qui peut pratiquer? À qui recommanderais-tu la pratique et quels conseils pour débuter? Les kettlebells peuvent être pratiqués par toute personne ayant une condition physique standard et pas de sérieux problèmes de mobilité. Ça dépend il faut voir en fonction de l'historique de la personne, mais toute personne normalement constituée peut travailler avec des charges externes. Ça peut aller des jeunes aux moins jeunes en fait. Des histoires qu'on a, il y a une de mes élèves qui a enseigné donc un exercice qui s'appelle le relevé turc. Le relevé turc consiste à s'allonger au sol à côté d'un kettlebell, soulever le kettlebell et se relever avec le kettlebell. Avant d'apprendre ce mouvement avec un kettlebell, avec un poids, on l'apprend à vide. Il y a toute une technique pour se relever tout en conservant la neutralité du dos. Eh bien, donc une de mes clientes a enseigné ce mouvement à sa grand-mère, qui avait plus de 90 ans, pour lui apprendre à se relever en cas de chute, à se relever toute seule en cas de chute. Génial. Voilà. Et donc là, il n'était pas question de kettlebell, mais la technique de se relever reste importante. Ouais. Et utiliser le moins, alors que tu parlais d'énergie biologique, je crois, ou de ressources biologiques. Oui. C'est un peu ça sa démarche avec sa grand-mère finalement. C'est de pouvoir, se relever sans risquer de se blesser davantage à cause de la chute. Ouais. Mais voilà, donc il y a toute une. Alors, en réalité, ce mouvement s'apprend et ça demande un certain temps à nous, adultes. Pourquoi? Parce qu'on a oublié les mouvements de base qu'on savait parfaitement faire en étant nouveau-né. Et ce qu'on travaille avant de prendre des poids, c'est du travail de mobilité, donc tout ce qui est déverrouiller les hanches, remettre le dos et maintenir le dos en position neutre, tout ce qui est flexion des jambes, donc type squat, comment se relever, comment s'asseoir, comment garder le dos droit, enfin bref, tout ce que la position assise et le style de vie sédentaire nous massacre. Ça, on est obligé de le rapprendre. On rapprend même à marcher à quatre pattes. Une technique de ce qui s'appelle du crawling. Voilà, c'est un travail par lequel on doit repasser, nous adultes, pour pouvoir ensuite travailler avec des poids ou même son poids de corps correctement. C'est vrai que, alors je ne sais plus ce que j'avais entendu ça, mais le fait que pouvoir s'asseoir et se relever aisément, ça peut être vu comme un critère de bonne santé, notamment quand on commence à avoir un certain âge. Et c'est vrai que plus on avance dans l'âge, et ça commence même en tant que jeune adulte, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir du mal à s'asseoir par terre et se relever sans galérer. Et d'ailleurs, dans plein de sports, notamment les sports de combat où il y a des chutes, et j'ai pratiqué le rugby par exemple, ce qui est hyper fatigant, c'est les plaquages, donc de tomber et de se relever en permanence. Ce qui est intéressant dans le travail au kettlebell, et beaucoup de personnes viennent nous voir pour ça, c'est le travail au niveau des fléchisseurs de hanches, les psoas. Le travail de type balistique, donc avec du kettlebell swing, compense les ravages de la position assise, puisqu'il participe à la flexion-extension des hanches.
Un mouvement qu'on retrouve dans le soulevé de terre conventionnel, mais appliqué au swing, c'est un soulevé de terre qu'il est impossible c'est un soulevé de terre dynamique. Mais le mouvement est le même, c'est ce mouvement de flexion, extension des hanches, qui permet déjà de détecter ceux qui passent trop de temps assis, puisqu'ils n'arrivent pas à mettre leurs hanches en extension totale. Et même tu le vois, hein, quand les beaux jours vont pas tarder à revenir, tu t'assois sur un banc, tu regardes les gens passer faire leur jogging, ils sont penchés en avant. Ils sont incapables de se tenir droit en courant. C'est à cause de quoi? C'est à cause de leurs fléchisseurs de hanches qui sont rétractés. Mm. Ils passent 8 heures, voire plus, assis. Ensuite, ils rentrent en voiture, ils sont assis. Et puis, pour peu qu'ils dorment en position fétale dans leur lit, en fait, ils ont toujours les fléchisseurs de hanches contractés. Et un jour, leur dos se bloque. Ils disent: «Ah, j'ai mal au dos». Mais le problème ne vient pas du dos, il vient des hanches. Par rapport à l'énergie que tu évoquais tout à l'heure, donc on a Oui. bien compris par rapport au kettlebell et le contenu, l'intensité de la séance, comment tu pouvais préserver et même gagner de l'énergie pendant une séance. Le jeûne intermittent, qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ça? Alors, le jeûne intermittent, le plus simple, c'est d'expliquer comment je suis arrivé à ce style alimentaire. En réalité, avant, il y a plus de 12 ans, et je peux dire le nombre d'années exact parce que ça coïncide avec la naissance de ma fille, mais avant la naissance de ma fille, ben, je faisais de la musculation classique et donc je mangeais, Mhm. je suivais les recommandations habituelles. Donc je mangeais 4-5 fois par jour, donc des petits repas avec des barquettes, etc. Peser, calculer, et je ne sais quoi. Euh, j'ai eu assez peu de résultats, mais surtout ça me rendait la vie misérable. Et ce que j'ai de souvenirs quand je faisais le bilan de ma journée, je me souvenais que d'avoir cuisiné, mangé et évacué, on va dire. Après, ma fille est née, et ce qui s'est passé, c'est que j'étais resté. Son séjour à la maternité a été un tout petit peu prolongé, et moi je suis resté à la maternité. Et pendant cette période-là, pendant 3 jours en fait, j'ai sauté le petit déjeuner et je prenais mon premier repas qu'à partir de, je sais pas, 13 ou 14 heures. Je dormais à la maternité en fait, avec donc la mère de ma fille et ma fille. Et ça me faisait sauter le petit déjeuner et le repas de midi. Ce qui se passait, c'est que au départ, ben, j'étais pas bien, c'est-à-dire quand tu es habitué à manger 5 fois par jour, tu passes de 5 repas à 2 voire un repas, ben, le corps, ça lui fait un choc. Donc j'étais blanc et les infirmières me disaient Monsieur, vous êtes blanc? J'ai dit oui, oui, c'est parce que j'ai pas mangé, je sais Même vous c'est qui pas avez bien. accouché, Ouais. J'ai dit oui, oui, c'est moi qui ai besoin d'aide, c'est pas ma femme. Non, en fait, je culpabilisais, et c'est là que tu vois le niveau de contrôle mental, c'est que je culpabilisais de ne pas avoir mangé le matin. Sauf que, à partir du troisième jour, j'ai remarqué plusieurs choses. Premièrement, j'avais plus faim le matin. Et deuxièmement, je me pesais, parce qu'à l'époque, je suivais mes résultats et je suivais mon programme, et je m'étais dit, voilà, c'est bon, ça y est, j'ai pas mangé, j'ai moins mangé pendant 2 jours, j'ai perdu du muscle, tata. Je me pèse, je prends mon taux de masse graisseuse avec une pince et je constate qu'en fait, j'ai pas perdu de, j'avais pas perdu de muscle, j'ai perdu donc essentiellement de la masse hydrique et du gras. Et c'est ce que m'indiquaient donc mes appareils. Donc là, ça m'a interpellé. Parce que ben, à partir du troisième, quatrième jour, déjà, j'avais plus faim. Donc j'ai poursuivi un petit peu, ça m'a rendu curieux, et j'avais réalisé aussi que j'avais plus d'énergie dans la journée. Je commence à faire quelques recherches, et c'est là que je tombe, je sais plus trop comment, mais c'est là que je tombe sur le terme intermittent fasting. Et au départ, quand je vois ça, je me dis, ah, mais ça, c'est un truc thérapeutique. Voilà, sauf qu'en fait, non, je découvre que des sportifs, même de haut niveau, le pratiquent comme un mode de vie. Et depuis, j'ai continué comme ça. Donc j'ai continué à rassembler mes repas sur une plage horaire réduite, et je suis arrivé, après, j'ai lu un livre qui a complètement changé ma vision de l'alimentation, qui est The Warrior Diet, donc la diète du guerrier, par Ori Hofmeckler, que je considère comme... enfin voilà, ça fait partie des quelques personnes qui n'ont pas le crédit qu'elles méritent au niveau de leur travail, sur le jeûne intermittent en particulier, mais même sur la nutrition en général. Voilà. Et depuis 12 ans, je suis sur ce cycle alimentaire à base de un gros repas par jour,
Et voilà, c'est formidable. Et comment tu expliques que finalement ça n'ait aucune incidence négative à t'écouter, voire autant d'incidences positives, déjà que comment ça s'explique? Et l'autre sujet, c'est pourquoi c'est pas recommandé par les autorités publiques ou même un médecin généraliste pour quelqu'un de fatigué. Il y a des études scientifiques qui vont prouver différents bienfaits liés aux jeûnes. Et ce qu'expliquait un chercheur, c'est que en fait le problème dans le jeûne intermittent, enfin le problème entre guillemets, c'est que il n'y a pas de molécules à vendre. On ne peut pas créer une pilule pour le jeûne intermittent, ça n'a pas de sens. La technique consiste à manger moins, Ouais, je vois où tu veux en venir. donc à être un moins bon consommateur. Voilà, on s'est compris. Donc il y a quand même des recherches, mais pas tant que ça. Donc parce que peu de financement, voilà. Maintenant, Oui, le et jeûne, comme hein, à l'époque du complément alimentaire, voilà, des protéines dans toutes les barres chocolatées, etc., ça va oui. complètement à l'encontre bah, de la logique que tu expliques, hein, de nous faire consommer. Oui, on nous incite à consommer et on nous a conditionné à croire que si on sautait un repas, on allait perdre en énergie, s'évanouir, etc. Et pour beaucoup de personnes, ben même moi, hein, quand je mangeais 5 repas par jour, dès que j'en sautais un, je me sentais pas très bien. Hmm. Mais pourquoi? Parce que j'avais conditionné mon corps à recevoir de la nourriture toutes les 2-3 heures. Mais c'est un conditionnement. Maintenant, ça me demande plus d'efforts de manger le matin que de pas manger, parce que je me suis déconditionné. Sauf qu'il y a d'autres trucs qui se passent. Quand tu fais du jeûne intermittent, donc quand tu réunis tes repas sur une plage horaire réduite, tu passes moins de temps à manger, tu passes moins de temps à digérer, donc t'as pas l'énergie consacrée à la digestion qui part en digestion. Il y a ça aussi il y a ça déjà qui te fait gagner de l'énergie. Ensuite, comme tu manges moins souvent, tu es exposé moins souvent au sucre. Donc tu te déconditionnes du sucre. Donc tu es de moins en moins intéressé par les produits sucrés. Et ça a été un effet qui a mis un peu plus de temps à arriver, mais je me suis rendu compte que quand j'allais faire mes courses, moi qui mangeais assez peu de légumes parce que j'aimais pas ça, ben, je me suis retrouvé attiré par des aliments frais. Donc voilà, la viande de chez le boucher, donc la viande que tu vois sur l'étalage, le produit brut, Hmm. les légumes que tu vois au rayon frais. Et bizarrement, tout ce qui est aliments emballés ben, Oui, m'attirait transformé, moins. industriel. Voilà, exactement. Donc en fait, voilà, je me suis naturellement tourné vers une alimentation plus simple, avec des aliments entiers, ben, ce qui n'a été que bénéfique par-dessus les bienfaits du jeûne intermittent. Par rapport au jeûne intermittent, le fait qu'il y ait voilà, plus d'énergie, c'est parce que le corps n'est pas occupé à digérer. Et à partir du moment où il a fini de digérer, on passe à un autre repas et ainsi de suite. Oui, oui, tout à fait. C'est principalement ça. Après, il y a peut-être, il doit y avoir d'autres mécanismes, peut-être comme la gluconéogénèse qui se met en route. Donc, la gluconéogénèse, c'est quand le corps utilise ce qu'il a déjà, crée du glucose, puisqu'il a besoin de glucose, à partir de ce qu'il a déjà. Ou si on mange, même si on mange des choses pas sucrées, il va quand même trouver moyen de générer, de trouver du glucose dans ce qu'on lui donne. Et ça peut, voilà, le cerveau a besoin de glucose, donc quand il reçoit du glucose, on se sent bien. Mais ce glucose, il peut le trouver autrement que par manger des féculents ou des glucides. Tu parlais de conditionnement, là, je revois ma jeunesse et je pense qu'on revoit tous notre jeunesse. Il y a plein de personnes qui ont du mal à manger le matin. Et Oui, le nombre de fois où j'ai pu entendre que ce soit un moniteur, un parent, enfin voilà, un adulte dire à un jeune, tu vas pas partir à l'activité, tu vas pas partir à l'école le ventre vide. oui. Alors que finalement, l'enfant, l'adolescent en question n'éprouvait pas le besoin de manger, quoi. Alors, c'est intéressant parce que il y a quand même, je dis pas que, bon, déjà je dis jamais il faut faire ça, mais en fait le truc c'est que il faut bien faire la différence entre ce qu'il est possible de faire et ce qui est raisonnable. Ce que je veux dire par là, c'est effectivement, on peut fonctionner correctement le ventre vide. On peut. Maintenant, quand on a une épreuve, donc je dis bien une épreuve, aller au travail, c'est pas une épreuve, mais ça peut être une épreuve physique, ça peut être une épreuve intellectuelle. Il y a des bienfaits, voilà, à travailler ventre vide, même à s'entraîner très lourd le ventre vide. Mais dans le cadre d'une épreuve,
c'est c'est pas raisonnable de pas apporter un peu d'énergie au corps pour son épreuve. Alors maintenant, attention, apporter l'énergie, on se tape pas une tête de veau à ravigote avant une épreuve, parce que là, on va rentrer dans le problème de la digestion. Mais tu vois, par exemple, moi j'étais dans l'armée de l'air, je volais sur avion, et ce qu'on nous disait, nous on avait interdiction de monter dans l'avion au ventre vide. Là, ça fait sens. Bon, ils connaissaient pas le jeûne intermittent, etc. Mais là, ça fait sens. Et mes potes de promo, quand j'ai commencé voilà, mon travail d'accompagnement en alimentation, me demandaient, ils disaient ouais, je veux faire du jeûne intermittent, je peux prendre l'avion au ventre vide. Et j'ai dit non. Non, parce que l'avion, c'est une épreuve physique. Donc ça n'est pas, a priori, il t'arrivera rien si tu montes ventre vide, mais ça n'est pas raisonnable, Hmm. parce que étant une épreuve physique qui puise, qui tire sur la couenne, comme on dit, bah, le corps humain n'a pas été prévu pour voler sur avion, eh bien, c'est pas raisonnable de ne pas lui apporter un peu d'énergie, histoire de tenir au moins pendant les 45 minutes de vol. Donc, c'est à ça qu'il faut faire attention, c'est que euh, voilà, faut faire appel à du bon sens. Quand on s'entraîne, enfin, c'est l'entraînement, on entraîne son corps, là, on peut le faire ventre vide. Et il y a des bénéfices à s'entraîner ventre vide, y compris pour le gain de densité musculaire, je vais pas dire hypertrophie, mais au moins gain de densité musculaire, production de mitochondries, etc. Là, c'est bénéfique. Maintenant, si quand j'ai fait des challenges sportifs où il s'agissait de battre mon propre record, là, je mangeais un petit peu. Là, je prenais un sachet de canneberge séché, une tablette de chocolat noir, Ouais, et voilà, et je c'est pas grignotais le ça. buffet non plus, quoi. Ah non, non, le buffet, c'est après. Le buffet, c'est pour la récupération. C'est pour ça qu'on appelle ça la restauration. La restauration, on est d'accord, hein. Restauration, ça veut dire restaurer, ça veut dire réparer quelque chose qui a été cassé. Donc, qu'est-ce qui a été cassé? Ben, quand commence la journée, on commence la journée, on est ventre vide, le corps il va utiliser la matière à laquelle enfin, qu'il a à sa disposition, donc des tissus graisseux, par exemple, Mais il d'ailleurs, va les à ce utiliser. propos, excuse-moi, oui, Ouais. je me permets de te couper, et dis-moi si effectivement tu étais tombé sur les mêmes informations. C'est que quand le corps est à jeun, justement les tissus graisseux et certains qui commencent à se détériorer, même qui peuvent devenir à terme cancérigènes, ils vont être dégradés par le corps et in fine disparaître. Alors, j'ai pas du tout les termes médicaux, hein, et du coup, le jeûne fait en sorte entre guillemets, nettoyer le corps, quoi. L'aide à se débarrasser justement des cellules, des parties en moins bonne santé, mais quand elles sont à l'échelle vraiment très très minime. Oui, ce que tu viens de décrire s'appelle l'autophagie. Ce sont voilà, les cellules qui se mangent et qui se renouvellent. Et c'est favorisé par le fait d'être ventre vide, effectivement. Lorsqu'on apporte de la nourriture, ce processus est bloqué. Et voir si on mange du sucre, là on va nourrir les cellules qui peuvent devenir problématiques, type Mm. cancérigènes, etc., et qui peuvent provoquer une inflammation non contrôlée, ce qui est la cause enfin, ce qui est préliminaire au cancer. Donc effectivement, il y a ce côté nettoyage, mais de toute façon, tu sais, même dans les livres sacrés, tu étudies toutes les religions, il y a le jeûne. Le jeûne a une J'allais y place, venir, ouais, ouais. et c'est abordé comme un outil ou une pratique spirituelle qui permet de mettre le corps au repos et de créer une espèce de nettoyage du corps. Enfin, le corps se nettoie tout seul. Il va se Ouais, débarrasser des tissus superflus. même au niveau de l'esprit, alors ça c'est une discussion que je peux avoir avec des amis musulmans, notamment avec le ramadan, mais même toute personne qui vont jeûner, et a fortiori quand il y a une dimension spirituelle dans la démarche, ce qu'ils me disent c'est que ça leur apporte une forme de clairvoyance, ils ont l'impression d'être plus en phase avec eux-mêmes, comme si finalement le fait de se restaurer à mauvais escient, du coup, pour reprendre ton idée de tout à l'heure, et de digérer quasiment en permanence, nous éloigner de tout ça. Mais comme tu le rappelais, en tout cas dans les religions monothéistes, mais même plus exotiques, le jeûne a toujours fait partie de l'histoire de l'humanité, déjà par
par contrainte, puisqu'il fallait chasser le mammouth, on va Exactement. dire, et après par choix, mais le fait de faire une retraite, se retirer, juste boire de l'eau ou des boissons chaudes et pas ou peu manger, c'est quelque chose qu'on a perdu assez récemment et dans les sociétés développées, je pense. Oui, alors, l'aspect spirituel, c'est très intéressant parce que, oui, d'autres bienfaits spirituels ou même des bienfaits mentaux liés au jeûne, ça développe déjà la discipline. Et ça te ôte de cette peur, et moi, c'était ça en fait une des révélations, c'est la peur de la faim. Tu perds cette peur de la faim qui est que si tu sautes un repas, tu vas tomber dans les pommes ou tu vas mourir. Non, en fait, enfin bon, voilà, le jeûne C'est 2 semaines, je permet. crois, qu'on peut rester à survivre sans manger, il me semble. Je parle de manger, hein, pas boire, mais je Je crois que c'est crois que assez long, hein. c'est, oui, ça doit être quelque chose comme ça. Après, on peut trouver voilà des exceptions, mais c'est ce qui est sûr, c'est qu'on ne meurt pas au bout de 48 heures sans Oui, nourriture. on peut Bon, sauter le après, goûter dans 10 minutes, là c'est bientôt l'heure du goûter, c'est bon. oui, voilà. Après, bon, 2 semaines sans manger, je pense qu'à la fin, on n'est pas frais, ou alors très frais, mais en fait, voilà, après, il faut se restaurer, comme on dit. On a besoin de nourriture, mais pour l'aspect spirituel, ce qui est intéressant, c'est que Euh, la clé de la réussite, entre guillemets, en alimentation ou même en exercice, c'est d'être à l'écoute de son corps. Et c'est plus facile d'être à l'écoute de son corps lorsqu'on arrête de lui envoyer des informations, entre parenthèses de la nourriture, toutes les 2 heures. Et ça, tu t'en rends compte quand tu jeûnes. Ça, il faut l'expérimenter, en fait. On peut te l'expliquer comme ça, mais il faut l'expérimenter. Et donc, il faut y aller à son rythme. Quelqu'un qui veut commencer le jeûne intermittent, qui veut l'expérimenter, je dis ne pense pas à sauter un repas, je dis repousse ton repas. Repousse ton premier repas. Et si tu veux rompre ton jeûne avec un petit déjeuner, tu le rends avec un petit déjeuner. Si tu veux manger directement une entrecôte, tu manges une entrecôte. Enfin, voilà. L'idée c'est d'expérimenter déjà au niveau des horaires. Donc ça c'est pour l'aspect spirituel. Ensuite tu as parlé de chasser le mammouth. Ça aussi c'est très intéressant parce que le jeûne intermittent, je le fais avec le gros repas unique le soir. Et tu es d'accord avec moi, on te dit tout le temps, il faut manger léger le soir. Oui, tout à fait, ouais. Ou le dernier repas doit être le plus léger, tu vois. Avec le fameux dicton, manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir. Mm. Ah, Mais moi alors c'est. là, ça va peut-être annoncer ce que tu vas te dire, mais je crois aussi Ouais. ce qui est hyper important, c'est le délai entre la prise de repas et le sommeil qui doit être de 2 3 heures minimum pour que la digestion ait commencé à être entamée parce que la position horizontale favorise tout ce qui est reflux et voilà, ça peut déranger le sommeil, voire l'empêcher. Oui, alors ça c'est vrai, ça reste vrai, quelle que soit la méthode qu'on utilise. Moi, pareil, je mange, donc je prends mon repas principal le soir, mais je veille à ce que entre ma fin de repas et mon coucher, s'écoule au minimum 1 heure et demie, pour que le bolus soit descendu et pas avoir les soucis que tu évoques. Effectivement, maintenant, ça fait appel à pourquoi manger le soir, pourquoi prendre l'essentiel de ses calories le soir, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le plein d'énergie, c'est ça le conditionnement. Il faut faire le plein d'énergie pour la journée. Non, on- nos ancêtres faisaient quoi? Ils se levaient quand le soleil se levait, ils profitaient des heures du jour pour aller chasser et cueillir, et le soir, ils mangeaient ce qu'ils avaient réussi à chasser et cueillir. Et quand ils avaient rien attrapé, eh ben, ils jeûnaient. Ouais, et Donc, j'en vois peu, alors c'est plus des lithographies et des illustrations, mais j'en vois peu en surpoids ou qui ont l'air d'avoir des problèmes, en tout cas externes de santé, quoi. ah, effectivement. Voilà. Effectivement, et le truc, c'est ça, c'est que tu passes la journée à utiliser l'énergie que tu as accumulée, et donc le corps puise dans ses réserves, donc il va casser des tissus, il va casser un peu des tissus musculaires à cause de l'effort, et après le soir, on se restaure. C'est là que ça vient la restauration, on répare. Donc on répare comment? Une fois que le stress est descendu de la journée, là on mange. On dit bien qu'il ne faut pas manger quand on est stressé. Quand on est stressé, le corps stoppe les mécanismes non essentiels à la survie, comme la digestion. Donc manger quand on est stressé, par exemple
pendant sa journée de travail, c'est pas bon. Donc pendant sa journée où on est actif, on mange léger, ou on jeûne, donc on mange léger, et une fois que le stress est redescendu, on a fini son activité, là on peut se restaurer. Et on peut manger beaucoup, parce que quand on a passé la journée à jeûner ou à manger léger, on a nos bassins à enzymes qui sont pleins et qui sont prêts à traiter une grande quantité de nourriture. Donc on peut manger à sa faim, je compte pas les calories, on peut manger à sa faim le soir, enfin en fin de journée, et puis voilà, après on digère tranquillement, et après on va se coucher. Est-ce que là, dans ce que tu décris, il y a quelque chose qui résonne pas mal en moi? C'est que dans la société de consommation dans laquelle on est devenu incapable de concevoir la gratification différée. De se dire que entre ce que l'on veut et là où on est, au moment où on y pense, va y avoir de l'attente, peut-être un peu d'inconfort, voire de douleur. Est-ce que finalement le jeûne, euh, c'est pas aussi ce travail mental, en tout cas au début, peut-être qu'après ça se fait plus naturellement, mais de se dire je ressens la faim, c'est normal, puisque là j'ai pas mangé, mais je vais finir par manger, et là voilà, je vais faire ma journée, il n'y a pas de problème, et je vais avoir cette capacité de pas forcément m'écouter, et voilà, on reste à un petit niveau, hein, c'est pas non plus de la grosse souffrance pour Mhm. quelqu'un qui est dans une santé, on va dire, normale, et de se dire, voilà, je vais résister, et c'est moi qui vais me maîtriser, je vais m'attabler et manger, quand, entre guillemets, je l'aurais décidé, et pas mon corps sur mon mental, en fait. Oui, alors la première chose à comprendre, c'est que avoir faim, c'est déjà un signe de bonne santé. Et après, il faut faire la différence entre la vraie faim et la fausse faim, et l'envie de manger. Bon, ça, les envies de manger disparaissent après plusieurs semaines de jeûne intermittent, puisqu'on se reconnecte à ses instincts, et on se reconnecte avec la vraie faim. Ensuite, tout ce qui est délai de gratification immédiate ou délai de gratification, il y a une expérience psychologique là-dessus avec des cookies, c'est peut-être peut-être à ça que tu faisais allusion, cookies ou je sais plus quel aliment, mais en fait ce qu'on a constaté, c'est que les personnes qui sont en mesure de retarder leur gratification réussissent mieux dans la vie, enfin réussissent mieux en termes statut social on va dire, réussissent mieux dans la vie. En tout cas, oui, accomplissent des choses plus grandes, puisque généralement, c'est des projets, quels qu'ils soient, hein, où on ne voit pas forcément les résultats tout de suite de ces efforts. Ah, exactement. Et j'ai une cliente voilà, c'était drôle en fait la façon dont elle abordait la chose. Une cliente qui, comme la plupart des gens, même comme moi, aime le chocolat. Et voilà, quand elle est au cours de sa journée, avant elle avait l'habitude voilà, de manger du chocolat un peu à n'importe quelle heure. Et donc, bon, elle avait pris un peu de poids avec les années. Et au cours du programme, elle a fait les deux en même temps. Dans le programme, elle a mis en place jeûne intermittent et entraînement kettlebell. Elle parlait à son chocolat, en fait. Elle disait, elle voyait sa tablette, elle disait, toi la tablette, je te retrouve ce soir. Et ça l'a complètement débloqué. Donc elle profitait toujours autant de son chocolat, mais elle l'a juste décalé. Juste, elle dit, c'est pas que j'arrête de manger du chocolat, c'est que je le mange à un autre moment. Finalement, là, je fais le lien entre kettlebell et le jeûne, et c'est un peu Mhm. lié à cette notion de gratification différée. Est-ce que c'est pas un accès à sa propre liberté, retrouver cette forme de rusticité, parce qu'en fait, il nous suffit d'un poids pour s'entraîner et justement retrouver une mobilité, un niveau de force décent pour affronter son quotidien. Et le jeûne, pareil, ce côté, effectivement, même si j'ai des envies, eh ben je peux les contrôler, elles vont passer, et le plaisir va arriver un peu plus loin. Est-ce que c'est pas toucher du doigt un peu la liberté, retrouver le contrôle de ce qui se passe? Ah, bah là, Vincent, tu viens de raconter toute mon approche. Pour les kettlebells, l'entraînement tel que je l'enseigne, donc essentiellement à domicile, effectivement, le fait que ce soit un outil simple permet de s'entraîner
partout et de ne pas dépendre de salles de sport. Pas besoin d'équipements complexes pour muscler un groupe musculaire en particulier. Le kettlebell se charge de tout et même avec un poids relativement léger, on peut le rendre virtuellement plus lourd grâce aux exercices balistiques. Donc ça c'est une première chose. Et c'est peu encombrant, ça requiert pas d'entretien, etc. Pour le jeûne intermittent, on est libéré de on est libéré de la faim dans le sens où on n'a pas besoin de manger toutes les 3-4 heures pour fonctionner. Oui, on Et ne la ça, subit plus en c'est fait. exactement, et c'est appréciable quand tu es en déplacement. Tu es en déplacement loin de chez toi, et ben t'es pas obligé de t'arrêter toutes les 2-3 heures pour trouver un point où manger. Ça peut attendre le soir, une fois que tu es posé à l'hôtel, tu trouves Hmm. un bon restaurant et tu vas te faire un bon restaurant sans culpabiliser parce que tu as passé la journée à jeûner ou à manger très léger, à grignoter. Encore plus Voilà. pragmatique, là, Donc, là, dans ce que tu dis, je me dis, si on saute, si par exemple comme toi, on fait qu'un repas, c'est pas forcément une recommandation, hein, mais voilà, je questionne, on fait des économies, on gagne du temps sur tous nos repas pour éventuellement faire des choses qui nous tiennent à cœur ou plus travailler sur nos projets ou aller voir des gens qu'on n'a pas le temps de voir. Là aussi, mhm. il y a une forme de liberté en fait. Ah oui, le gain de temps, c'est le premier bénéfice qu'on constate lorsqu'on fait du jeûne intermittent. Et les journées paraissent plus longues parce que ben voilà tout le temps qu'on n'a On pas parle même pas de la passé à cuisine d'ailleurs. cuisiner. Ouais, exactement, Ouais, pardon, excuse-moi. ouais c'est ça. Le temps qu'on n'a pas passé à cuisiner, à préparer et à s'asseoir pour manger, ben on le consacre à autre chose. Alors après il y a l'aspect social. Euh, voilà, moi, j'ai une fille, évidemment, je lui fais pas faire de jeûne intermittent. Elle mange à sa faim. La plupart du temps, elle n'a pas faim le matin. Bon bah voilà, c'est comme ça. Les chiens font pas les Euh, chats. voilà, et le midi, elle prend un repas plus important que moi. Mais mais je m'assois avec elle, on s'assoit ensemble, voilà, on passe toujours le moment ensemble. Bah, de toute façon, je dois cuisiner pour elle. Et moi, je vais juste manger plus léger. Et Hein, quand je vais des pas amis prendre ou de la famille te proposent un repas en journée, parce que le soir on a compris que c'était bombance, mais les autres repas, tu fais comment? Tu leur dis oui et tu les accompagnes les bras croisés quand je suis invité, je lâche en fait. C'est juste qu'il faut être, il faut juste que je sois prêt à en payer le prix. Si je mange un repas normal à midi, je sais que il va falloir que je dorme au sens où, enfin, ouais, il va vraiment falloir que je dorme. Je vais piquer du nez à la fin du repas. Mais si j'ai si je suis invité par exemple type repas d'affaires le midi, où là c'est différent, il n'y a pas de notion de je vais pas vexer Hmm, la personne si je mange pas ce qu'elle a préparé puisqu'elle n'a pas préparé. Là je vais commander quelque chose de très léger. hmm, Mais voilà, le repas d'affaires se déroule normalement. ouais. Mais tu lui Euh, proposes pas à la place une séance de kettlebell? Bah, en fait, c'est drôle parce que là, je suis à Redon, je suis dans donc je suis entrepreneur web, donc je travaille surtout de chez moi, mais de temps en temps, j'aime bien aller dans un espace de coworking. Et quand je me suis inscrit à cet espace, j'ai rencontré quelqu'un donc, qui lui me connaissait, moi je le connaissais pas, qui connaissait en fait ma newsletter, donc mon site sur le jeûne intermittent et l'entraînement kettlebell. Et il était tout content de me montrer, quand il m'a rencontré, tu vois, il était tout content de me montrer le kettlebell qui cachait dans son bureau pour aller faire des swings entre deux séances de travail. Mais c'est souvent ce qui se passe entre gens bizarres quand on se reconnaît, ça nous rassure sur notre propre bizarrerie. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, et je sais plus pourquoi on parlait de ça, mais oui, tout ce Sur qui est l'aspect repas social, d'affaires. ouais, voilà, des Bon, repas, comment t'insérer ça dans ton quotidien, le jeûne, parce que ça peut être vu comme quelque chose de compliqué. oui, ben, en fait, c'est la même problématique que, je sais pas, quelqu'un qui serait végétarien. Bon, bah, si la personne, si elle n'a pas pensé à prévenir la personne et il y a de la viande, bon, il y a certains végétariens qui ont un certain degré pas de tolérance, c'est pas le Flexibilité, mot. ouais. Oui, voilà, exactement, flexibilité, qui vont accepter de manger un peu de viande. Et ceux qui vraiment disent niet, bah, ils disent niet enfin, et puis c'est tout. Après, hein, c'est une question de respect. Moi, je suis pas aussi, je suis pas strict en fait sur des repas comme ça où je suis invité parce qu'en réalité c'est pas souvent. C'est ce qui compte, c'est l'ensemble, c'est le style de vie en général.
Ouais, et ce Donc, que je trouve intéressant, c'est qu'on évoquait l'aspect de rusticité, c'est un mot vraiment que j'aime beaucoup et qui est hors époque au final. C'est que voilà, la rusticité, c'est de pouvoir toujours s'adapter, de faire avec ce qu'on a. Donc effectivement, voilà, on peut pas manger, il n'y a pas de problème, on mange pas. Mais en même oui. temps, s'il faut manger, je le mets entre guillemets, il n'y a pas de problème non plus. Et c'est qui peut là, c'est qui peut le moins peut le plus en fin de compte. On inverse un peu la chose. Mhm. J'ai un peu l'exemple des douches froides. Je prends des douches froides. Oui. Et au-delà, voilà, des bienfaits supposés sur la santé, c'est que moi qui ai un ballon d'eau chaude ou pas de ballon d'eau chaude, ça change rien pour moi. Oui, oui, c'est vrai. Qu'il n'y ait qu'un ruisseau dans lequel il faille se baigner, ça change rien pour moi. Ou en tout cas, j'aurais beaucoup moins de difficultés à y rentrer que des personnes normales. Mais par contre, si je dois Ouais. prendre une douche normale, j'ai aucun souci à le faire. C'est un peu ce que tu décris avec les repas là, en fin de compte. Ah, exactement, c'est qui, enfin, c'est oui, qui peut le plus peut le moins, mais dans l'autre sens. Et oui, tu deviens en fait, tu deviens antifragile, c'est-à-dire que tu arrives à tirer des bénéfices même dans des conditions compliquées, et voire même les conditions compliquées te renforcent davantage. Et c'est pour ça que certaines personnes, enfin la plupart des personnes qui font du jeûne intermittent et qui s'entraînent même en force, constatent qu'elles ont plus d'énergie lorsqu'elles s'entraînent à jeun. Mm. Ouais. Moi, je m'entraîne surtout à jeun, parce que ça dépend du moment auquel je m'entraîne. Mais voilà, comme mon repas intervient ben, tard dans la journée, je vais pas m'entraîner. En fait, de fait, je m'entraîne toujours ventre vide. Oui, et dans ce que tu décris, le sport à jeun le matin, alors c'est vrai que c'est un peu plus dur de démarrer, je pense plus psychologiquement, parce que voilà, notamment l'hiver, on doit un peu s'échauffer, on sort du lit, il fait froid, voilà. Mais une fois qu'on est lancé, je trouve qu'on se sent hyper léger et très explosif en canne, comme on dit. Ouais. Alors que parfois, voilà, si on se fait le gros bol de flocons d'avoine, justement, la fameuse, le fameux carburant avant d'y aller, Mm. on arrive et on n'a aucun jus, on a l'impression d'avoir les jambes coupées. Je me souviens, avant les matchs de rugby, parfois je me faisais des plâtrés de pâtes et Ouais. au début, je comprenais pas parce que c'était un peu la recommandation que je voyais partout. J'avais l'impression que ça me coupait les jambes, quoi. Que j'arrivais pas à faire tomber le premier souffle, que j'avais pas d'énergie, limite les jambes en coton. Que alors j'y allais jamais à jeun, mais que quand je mangeais plus léger. Ah ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Ouais, Là, c'est vraiment des. l'énergie consacrée à la digestion n'est pas utilisée, donc tu peux la consacrer à ton activité, bah, à ta vie active en fait. Mais digestion et activité physique ne se mélangent pas, c'est deux mécanismes qui s'opposent. Parce que qui dit activité physique, pour le corps, il comprend ben, fuir ou combattre, et quand il y a besoin de fuir ou combattre, le corps stoppe la digestion, parce que ça ne va pas participer à la fuite, et Hmm. ça ne va pas aider pour le combat non plus. Ouais, donc c'est encore pire en fait. Ça te reste sur le ventre. Oui, ça te freine. Après, on peut manger avant l'entraînement pour avoir un petit coup de boost, mais il faut que ce soit, Ouais, léger, ce ça que tu dépend de ce qu'on décrivais tout à mange, l'heure. et voilà, il faut que ce soit léger pour poser le moins de stress digestif possible. Et tu as évoqué un terme là, antifragile, Oui. que j'ai vu, je crois, sur ta page Instagram. Et Mhm. le mot m'a interpellé. Alors, tu l'as un peu défini tout à l'heure, mais je veux bien que tu nous en dises plus sur l'état d'esprit, ce que c'est pour toi, et là aussi, comment on devient antifragile. Parce qu'on a évoqué les bienfaits, mais. Donc, antifragile. C'est un terme qui a été inventé par Nassim Nicolas Taleb, qui est auteur du livre ben, Antifragile et Le signe noir. Et pareil, ce qu'il explique, c'est qu'on a un terme pour ce qui est fragile. Ce qui est fragile, c'est tu lui soumets un stress, il se casse. On a un terme pour ce qui est solide. Ce qui est solide, tu lui mets un stress et il tient. Mais on n'a pas de terme pour quelque chose qui se renforce avec le stress. Pourtant, il y a un exemple qui existe, c'est le corps humain. Le corps humain, on est d'accord que quand on veut gagner du muscle et de la force, il faut faire des exercices qui cassent Des des fibres fibres musculaires. musculaires. Mm. Donc, on se casse, et en fait, au cours du processus de réparation, ben, le corps devient plus fort. Donc c'est ça l'antifragilité.
Un autre exemple que j'aime bien donner pour ceux qui sont un petit peu geeks, c'est dans Dragon Ball Z, les super guerriers deviennent plus forts lorsqu'ils font un combat, qu'ils perdent un combat et qu'ils frôlent la mort. Ils reviennent plus puissants qu'avant. Eh bien c'est ça l'antifragilité. C'est-à-dire que non seulement les conditions extérieures ne vous pénalisent pas, mais elles vous renforcent. Et comment on peut le faire, ça? Comment on peut se motiver à le faire? Bah, en fait, ce dont on a parlé, l'entraînement et le jeûne, il y a ces notions d'antifragilité-là, puisque l'entraînement et le jeûne posent un stress sur le corps, mais c'est un stress qui n'est pas chronique et qui n'est pas tellement important, parce que si on prend le cas du jeûne, on dit ah mais le jeûne ça stresse le corps. Oui c'est vrai, sauf que et ça diminue le métabolisme. C'est vrai, on se lève le matin, donc on mange pas, donc on a notre métabolisme qui tourne au repos, le métabolisme de repos, et les heures passent et au bout d'un moment le corps se dit ah on n'a toujours rien envoyé à manger, je vais dépenser un peu moins d'énergie pour survivre. Donc on diminue le métabolisme. Mais c'est à ce moment-là qu'intervient l'heure du repas. Donc en fait on mange et là ça relance le métabolisme et après on recommence. Et le fait, ce cycle-là où le métabolisme diminue et qu'après il est augmenté brusquement par l'alimentation, eh bien fait que à long terme il y a un différentiel qui se crée et à long terme eh bien on perd du poids même sans réduire les calories. Et pour revenir sur l'antifragilité, ben, en fait, on utilise le stress comme une source de force. Parce que le stress nous a permis d'évoluer, de traverser les âges. Donc le stress chronique est mauvais, ça on sait, hein, c'est évident à voir, mais l'absence totale de stress chronique, enfin l'absence chronique de stress plutôt, est aussi néfaste pour la longévité. Ah Ça on le bah sait. c'est complètement le tout ou rien, je pense, dans laquelle notre époque nous met. Et comme on sait, c'est la quantité qui fait le poison. Finalement, le stress dont Mhm. tu parles, tant physique que mental, euh, c'est sortir de sa zone de confort en fin de compte. Et qui Oui. permet la croissance alors du muscle ou de l'esprit, de notre capacité à se projeter, de se dire ça je l'ai fait, je peux passer à l'étape supérieure, croire de plus en plus en soi. Il s'agit de ce stress-là, en fait, ce stress de rentrer sur une scène et d'avoir peur d'intervenir devant ses collègues ou 10 personnes. Mhm. Et en fin de compte, voilà, on va le faire et on va le faire de mieux en mieux et stresser de moins en moins. Et aller chercher Oui, notre oui, stress ben, d'ailleurs. c'est ça. Quand on dit sortir de sa zone de confort, c'est une stratégie de croissance. Après, et tu parlais de la dose, ben exactement, c'est pareil pour la zone de confort. C'est que tu peux te forcer à faire un truc en dehors de ta zone de confort, mais c'est pas pour ça que ça va être bénéfique. Surtout si c'est un truc qui ne capitalise pas sur tes forces et qui capitalise que sur les coins où tu es moins fort ou pas du tout aligné. Et là, à ce moment-là, sortir de sa zone de confort à long terme, là, ça va être au Complètement. détriment de tes résultats. Par contre, si tu sors ponctuellement de ta zone de confort, ce qui va se passer, c'est que tu vas étendre ta zone de confort. Donc tu vas devenir plus fort. Mais pour ça, il faut capitaliser sur ses forces. Et on en revient à un des principes qu'on trouve dans les livres sacrés, c'est connais-toi toi-même, au final. En fin de compte, là, on parlait d'exercice physique avec la kettlebell. Donc, entre guillemets, ce qui va sortir en termes d'énergie. On a parlé du jeûne, de l'alimentation, donc de ce qui va rentrer en carburant. Euh, Est-ce que on doit se dire que le confort, en tout cas trop de confort plutôt pour nuancer et rebondir sur ce qu'on disait, ça se fait pas au détriment de notre santé, de pas un minimum se stresser physiquement, un minimum se stresser sur justement l'alimentation et tout un tas d'autres choses. Oui, oui, il faut avoir une dose de stress saine. Tant que la source de stress, c'est de l'exercice physique raisonnable, et comme je disais, un coût biologique raisonnable, donc pas d'entraînement à l'échec systématique et plusieurs fois par semaine, là ça devient mauvais.
parce que la dose de radicaux libres produite par ce type d'exercice finit par être à un tel niveau que le corps n'arrive pas à les éliminer assez. Ensuite, un stress qui est mauvais, ben c'est le stress, par exemple, si on a un travail avec lequel on n'est pas aligné, où on sent que voilà, on est en perte de sens, ben ça c'est un stress qui va durer très longtemps sur la journée et très longtemps sur les années, donc ça va être un stress chronique et ça va être mauvais. Mais on a besoin de certaines doses de challenge, et tant que le stress est apporté par des choses comme l'exercice physique ou une forme d'exercice physique et l'alimentation, eh bien on vivra correctement. Mais ouais, le confort, si le confort est une excuse pour s'empâter, ben forcément c'est mauvais. Bah, c'est vrai que beaucoup de personnes à écouter notre discussion pourraient se dire pourquoi je vais aller me faire mal à soulever ce boulet de fonte avec une poignée qui est le kettlebell ou jeûner. Là, Mm. je me sens voilà, en très bonne santé, mais ce dont on ne se rend pas compte avec le confort, c'est que c'est beaucoup plus lent et quand ça se révèle, c'est là que c'est trop tard. C'est voilà, rien que la course en avant dont tu parlais tout à l'heure, parce que on a les hanches qui sont plus suffisamment sollicitées. Le Mm. fait finalement de se dire il faut assurer les 3 repas dans la journée, mais en fin de compte, ça nous donne encore plus envie de grignoter et de se suralimenter. Ça fait penser à ces chats d'appartement complètement en surpoids. Finalement, on se tire une balle dans le pied sans s'en rendre compte. C'est un peu comme avec les enfants sans contrainte. Bah, ça, c'est un peu le drame de l'humanité. C'est que d'un côté, il y a les croyances et de l'autre côté, il y a la réalité. Il y a un mouvement qui a circulé, je pense que ça existe encore, mais le body positive, où grosso modo, grosso modo, c'est des personnes qui vivent bien leur surpoids, mais quand je dis surpoids, là, c'est de l'obésité morbide. Et donc il y a des influenceurs et des influenceuses qui en parlent et qui disent non, il faut s'accepter, voilà, le fait d'être mince et soi-disant en bonne santé, c'est un truc du patriarcat ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est une croyance. Tu as le droit de croire que être en surpoids, c'est bien pour toi. Tu as le droit de croire que ne pas faire d'exercice, ça pose pas de problème. C'est possible de croire ça, mais c'est pas possible de croire ça et de ne pas en subir les conséquences. Donc, pour reparler des influenceurs, je suis tombé là-dessus la semaine dernière, je crois. Il y en a 5 donc qui prônaient, voilà, qui étaient en état d'obésité morbide et qui faisaient des vidéos là-dessus et qui étaient fiers, etc. Ben ils sont morts. Obésité morbide, c'est pas un peu de ventre, un peu de poids. Voilà, là, on n'est pas du tout en train de prêcher le mannequinat universel pour tout le monde. C'est des Non. gens vraiment qui ont du mal à se déplacer, qui peuvent pas s'asseoir n'importe où, ce genre de personnes. Oui, c'est ça. Mm. Mais même, tu parlais du mannequinat. Là, c'est autre chose. En fait, Ouais, tu c'est peux extrêmement faire. inverse parfois. Oui, ben, après, tu peux faire ce que tu veux. Il faut juste comprendre les enjeux et être prêt à en payer le prix. Les mannequins font ça avec un objectif spécifique. Même les modèles photo, tu vois, les modèles fitness, donc ils sont ni en surpoids. Enfin, au niveau de l'IMC, elles sont en surpoids des fois, hein. Tu prends quelqu'un qui est un bodybuilder qui a, je sais pas, peut-être 5% de masse graisseuse et qui est très musclé, s'il suit la règle, s'il se mesure avec la formule de l'IMC dira qu'il est en surpoids. Ouais, Bon, mais c'est là où il faut peut-être croiser des indicateurs. Et oui. l'IMC, évidemment, a son intérêt. Mais voilà, prendre ses pulsations après un effort, ou si on est incapable de monter 5 étages avec des sacs de course, pas forcément trop chargés, mais qu'on met 5 minutes à récupérer derrière alors qu'on a 28 ans, Mm. c'est compliqué, quoi. Ben, c'est ça, c'est faut être conscient de ses limites et que c'est pas normal. C'est pas normal de finir une journée et avoir besoin de s'affaler sur le canapé. C'est pas normal de pas pouvoir monter
des dizaines de marches d'escalier sans avoir besoin de poser un RTT derrière. Et c'est pas normal, voilà, de déplacer des meubles et après de devoir pareil se reposer pendant plusieurs jours derrière. Mais c'est Ça, il faut surtout que... que je pense que dans notre fort intérieur, quand ça peut nous arriver, on, on le sait que justement, c'est notre corps, là on est plus sur des critères physiques, mais que c'est notre corps qui nous rappelle que ouais, on est peut-être hors de forme. Alors ça va dépendre de l'âge, hein. On ne parle pas de la grand-mère de ta cliente tout à l'heure à 90 ans, mais Mhm. oui, quelqu'un qui est relativement jeune, je pense en tout cas avant la quarantaine, s'il déplaçait un meuble, pas forcément une armoire normande, lui fait des courbatures le lendemain, il y a peut-être des bonnes questions à se poser. Ouais. Et ça m'étonnerait que ce Oui, soit mais des gens qui prennent soin de leur santé. il y a même d'autres choses. J'avais un client pareil assez âgé et lui, ce qu'il voulait, il m'avait écrit que voilà, il voulait pouvoir porter ses petits enfants sans se fusiller le dos. Il voulait les Trop porter sur chouette. ses épaules, etc. Et il y a eu un très beau spot publicitaire. D'ailleurs, je sais plus pourquoi c'était. C'était peut-être pour une salle de sport d'ailleurs, où t'as un papy qui s'entraîne à soulever un kettlebell à bout de bras. Alors, en plus, c'est un kettlebell, donc c'est drôle. Et en fait, on comprend à la fin de la pub, donc on le voit soulever son kettlebell à bout de bras sur plusieurs plans. Et à la fin de la pub, on comprend que c'est parce qu'il attend toute l'année de recevoir ses enfants pour Noël et de pouvoir soulever ses petits-enfants à bout de bras. Et ben, c'est ça en fait. C'est, on cherche à devenir fort, non pas pour gagner des concours ou prouver quoi que ce soit, c'est on cherche à devenir fort pour être utile et faire quelque chose qui est important pour soi. Ouais. Et même sans parler de force pure, hein, si on parle juste d'énergie, voilà, c'est quand même intéressant pour des parents de pouvoir jouer avec ses enfants. En plus, ça fait du cardio. Et si on peut jouer que 10 minutes ou 5 minutes parce qu'après après on est crevé, bah, il faut se poser des questions. Oui, et Puis c'est même pas une... plus jeune, on a tous été frustrés par la mère ou le père. Voilà, on fait une partie de foot ou on chahute un peu et qui veut se poser ensuite, alors que nous, on veut continuer. C'est vrai Ouais. que pour les parents et les grands-parents, en tout cas, ça peut être un bel objectif de bonne santé. On arrive à la fin de notre podcast. J'avais deux dernières questions à te poser. La première, alors c'est pas vraiment des questions d'ailleurs, mais c'est savoir si tu aurais une citation à nous partager, pas forcément sur le thème du jour, mais voilà, une citation qui t'inspire et nous expliquer pourquoi. La première qui me vient à chaque fois, c'est une citation de Saint-Exupéry euh, qui me rappelle le minimalisme, c'est que la perfection est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais plus rien à retirer. Et ça va bien avec tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Hmm. Et un livre à nous conseiller, là aussi pas forcément sur le sujet du jour, et ça peut être un livre de Saint-Exupéry si tu veux. Ah non, celui que j'ai cité, la diète du guerrier, voilà, qui a changé mon regard sur l'alimentation. Ouais, c'est le premier auquel je pense. Tu peux nous rappeler l'auteur? Ori Hofmeckler. Donc Ori, O-R-I, et Hofmeckler, c'est H-O-F-M-E-K-L-E-R. D'accord, et on peut le trouver en français ou... Je suis pas sûr en fait. Ok. Ouais. Et peut-être un livre en français. Alors celui-là, on le garde de côté. Super lecture. Ah bah, il y a le mien Bah voilà. sur l'entreprise qui s'appelle La journée de 33 minutes. Après la Parce que semaine des 4 heures de Tim Ferriss. voilà, les gens me demandent souvent voilà, comment je fais pour avoir mon type d'activité voilà, axé, ben, pareil, sur la liberté où je peux travailler n'importe où, etc. Ben, voilà, je détaille le processus dans mon livre. Impeccable. Bah écoute, tu fais très bien. C'est aussi fait pour ça le podcast. Ce que je te propose avant de conclure, c'est peut-être de nous évoquer. Alors là, tu nous parlais de ton ouvrage. Si tu as des actualités, des choses que tu vas pas tarder à lancer ou tout autre sujet que tu voudrais partager avec nos auditrices et auditeurs, c'est encore plus ton moment. Ah bien, merci déjà, mais
prochaine actualité, il y a ma newsletter sur Simple to Fit sur laquelle donc j'envoie des emails régulièrement pour parler de ces sujets, jeûne intermittent, kettlebell, et je vais bientôt l'élargir à des sujets plus spirituels ou l'aspect spirituel de tout ça. Et ben, j'ai un programme qui est plus une communauté avec voilà, des programmes d'entraînement, des stratégies alimentaires et des exercices de développement physique et psychique que je vais bientôt donc relancer. Et ben, si pour être au courant, le mieux à faire c'est de s'inscrire à ma newsletter qui est gratuite. Bah, écoute, parfait, et merci d'avance pour ce contenu de qualité. Merci beaucoup pour ta venue aujourd'hui, et du coup, je te souhaite le meilleur pour la suite. Bah écoute, merci Vincent, c'est moi qui te remercie pour ton invitation et puis à bientôt. Salut Jérémy, merci beaucoup. Salut!